Alors bonsoir, bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors déjà, avant de commencer notre entretien, je voudrais remercier pour cette soirée Béatrice Nakache, Avraham Azoulay de LPH et de Mosaïque et Alain Seraf de Culture Access et toute son équipe, parce que c'est grâce à eux qu'on a eu le privilège, l'honneur de vous avoir ce soir à Tel Aviv et hier soir à Jérusalem. Donc je voudrais qu'on les applaudisse très fort si vous êtes d'accord. Et le pauvre Alain, malheureusement, ce soir, il n'a pas pu nous accompagner parce que voilà, il a trop travaillé, trop tiré sur la corde. Oui, puis il y a une grosse épidémie de grippe avec cette tempête, vous avez vu. Alors, je suis très intimidée déjà, donc pardon si je bafouille un peu. Déjà d'être en face de vous, parce que vous avez bercé mon enfance, mon adolescence, avec ce Madame, Monsieur, bonsoir, tous les soirs, pendant 28-29 ans. Vous entriez comme ça dans le foyer de millions de Français. Et si ce journal vous colle à la peau, ce soir, on vous a découvert dans un tout autre registre. Alors déjà, merci. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exactement ce que je pensais. C'était un moment suspendu. Merci pour ce joli moment. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors Patrick, vous présentez une émission littéraire quotidienne, Vive les livres. Vous avez mis en scène des opéras. Vous avez été sur scène donc, avec un spectacle sur la musique classique, Patrick et ses fantômes, c'est ça ? Transmettre cette passion de la musique classique et des mots, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ? Est-ce que vous le vivez ? Tout à l'heure, vous le disiez, quelque chose comme ça, où effectivement, ça dépassait les âges, les générations. Est-ce que vous vous sentez un maillon de cette transmission ? Oui, je l'espère, assez modestement, mais le faire à ma manière. Comme je le disais, jusqu'à l'âge de 15 ans, je ne connaissais rien de la musique classique, parce qu'on n'en entendait pas chez moi. Et c'est vrai que d'avoir eu le bonheur de rencontrer comme ça un jour Frédéric Chopin, j'ai pris comme une sorte de frère, et puis Gustave Mahler un peu plus tard et quelques autres. Et puis un jour, alors que je faisais un voyage en autostop en Europe centrale, je suis allé à Varsovie, tout près de là, à 60 km de là où il est né. Je me suis laissé enfermer même une nuit après avoir visité sa maison natale. Je suis resté, j'ai dormi, enfin à peine dormi, mais j'étais tellement heureux d'être chez Chopin. Et 3 jours après, je me suis retrouvé à Prague et je me suis retrouvé dans un endroit, un très beau théâtre, et on m'a dit, ah ben, vous savez, c'est là qu'a été créé Don Giovanni de Mozart. Et vous avez de la chance, d'ailleurs, si vous voulez, ce soir, il y a une représentation de Don Giovanni. Moi, j'avais jamais vu de ma vie un opéra, et j'avais très peu de sous, et heureusement, ça coûtait pas bien cher à ce moment-là, c'était la Tchécoslovaquie communiste, et j'avais une place au poulailler, donc j'ai pas tout vu, mais j'ai vraiment immédiatement adhéré à ça. Et je ne savais pas que, je ne sais combien, 40 ans plus tard, j'allais mettre en scène un jour Don Giovanni avec Manon Savary. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a été très important pour moi, tout d'un coup, de m'agripper à la fois dans cette musique classique et dans ces poèmes. Je vous ai lu, il y en avait un de moi, parce que il y a 15 ans, j'ai écrit comme d'autres adolescents, et j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres jeunes gens. Vous voyez, on en a vu 2 hyper talentueux, brillantissimes, qui vont faire une grande carrière. J'aimerais tellement qu'il y ait tant de gens comme ça, que ça rentre, que ce soit comme des germes qui rentrent et qui donnent envie après de faire connaître à d'autres. Parce que malheureusement, les publics de concerts classiques ont tendance à vieillir et ne se renouvellent pas suffisamment. Donc, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, avec cette approche, cette double approche et des mots et des notes, ça peut aider à faire venir d'autres personnes, et puis ça peut aider aussi certains d'entre nous à se souvenir des poèmes qu'on apprenait à l'école. Exactement, c'est ce qui nous est arrivé ce soir. Voilà, et qu'on n'apprend plus d'ailleurs au passage. Oui. Donc c'est un bonheur comme ça de se dire « Oh, c'est formidable, ça me rappelle mon enfance ». C'est une sorte de Madeleine de Proust. Ouais. Bon, en tout cas, merci, parce que nous, c'est vraiment quelque chose... voilà, on a décidé... on a fait tous ici le choix de venir à un moment donné vivre ici en Israël.
mais toujours très attaché à cette culture. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a la chance voilà, d'avoir des personnes comme Béatrice, comme Alain, qui nous amènent ici des spectacles, et c'est un vrai bonheur. Alors, votre émission, Vive les livres, elle est diffusée sur CNews, une chaîne d'infos en continu. Quel regard, vous... D'abord, c'est particulier, sur une chaîne d'infos continue, une émission culturelle comme celle-là, mais surtout, quel regard, vous, puisque vous vous trouvez au sein de cette rédaction, qui est jeune, et quel regard vous portez sur le traitement, justement, de l'information aujourd'hui par rapport à l'époque où vous traitiez l'information? Et est-ce que les jeunes journalistes viennent vous demander des conseils? Est-ce que des fois, l'actualité fait que vous auriez envie d'y retourner un peu pour... Oui, ça m'est arrivé, mais j'ai essayé de retirer la perfusion que j'avais dans le coude, là, parce que je reconnais que quand on présente comme ça presque 30 ans de suite le journal télévisé, c'est comme une forme de drogue, hein, et que moi j'aimais ça profondément. Je me suis énormément déplacé, alors j'ai dû présenter, je sais pas, une dizaine de milliers de journaux télévisés, mais ceux dont je garde le plus grand souvenir sont les journaux que j'ai décentralisés. Vous voyez, que j'ai présenté des lieux où il se passait quelque chose. Et notamment, assez souvent à Jérusalem, plusieurs fois, souvent, hélas, dans des circonstances tragiques, parce que c'est ainsi que les journalistes se déplacent. On peut le reprocher d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai connu Jérusalem et Tel Aviv dans des circonstances extrêmement variées. Mais j'étais là aussi pour la chute du mur, pour la chute des tours le 11 septembre 2001, le putsch à Moscou, un coup d'État au Cortés, sur la place Tiananmen, enfin dans maints endroits. Et c'est ces moments-là qui, pour moi, restent de très loin les moments les plus forts. Alors, je n'ai pas besoin de donner de conseils aux jeunes journalistes. Ils font leur métier comme ils l'entendent, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut juste leur redire qu'il y a eu une vie avant leur vie, quoi. et que cette vie n'a pas commencé hier ou juste avant-hier. Et très souvent, ils en sont à dire, bon voilà, ils comptabilisent le nombre de marcheurs, de gilets jaunes, de ceci, de machin, de jours de grève, mais il faut qu'ils se souviennent qu'il y a eu, dans les temps anciens, et qui ne sont pas si anciens, tant et tant de choses. Quand je suis arrivé ici, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est vraiment l'histoire bafouille, parce que je me souviens avoir présenté un journal en direct de Téhéran devant l'ambassade américaine, qui déjà avait été encerclée à ce moment-là. Sauf que ça avait duré très 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 longtemps, et que le président qui était alors en titre, Jimmy Carter, avait été battu par Ronald Reagan, en très grande partie pour cette raison-là. Donc, c'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. Donc, il faut se dire, tiens, M. Trump est en train de faire tel ou tel choix, mais à quoi se réfère-t-il? Est-ce que c'est uniquement sanguin? Est-ce que c'est une tweetomanie excessive? Ou est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé? Comme il est à quelques mois d'une possible réélection, il est possible aussi que son choix n'ait pas été que international. C'est un choix qui peut être aussi politique. Donc tout ça, c'est très utile à savoir quand on est journaliste, et à chaque fois à rapporter les événements en perspective avec d'autres événements. Et ça peut nous aider. Ça peut aider bien sûr nos gouvernants, mais ça peut aussi nous aider, nous journalistes. Alors vous voyez, vous disiez que vous n'avez pas de conseils à leur donner, mais moi en vous écoutant, et pour regarder beaucoup et m'intéresser beaucoup à l'actualité française et à la politique française et à tout ce qui se passe dans le monde, donc je regarde pas mal CNews, et je pense que oui, c'est des masterclass que vous devriez leur faire, c'est pas seulement des conseils que vous devriez leur donner, parce que je pense qu'il y a du travail encore. Alors, vous avez eu la chance, le privilège, l'opportunité d'interviewer des grands de ce monde, mais aussi, et surtout, les derniers présidents français, presque les derniers, puisque vous avez interviewé Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Dans le contexte actuel de la France, si vous deviez interviewer Emmanuel Macron, quelles questions vous voudriez lui poser? Alors aujourd'hui, ça varie tous les jours, je change dans ma tête, parce que
Bon, il ne m'a pas demandé jusqu'alors de l'interroger. Et il a, vis-à-vis des journalistes, un peu plus de distance que son prédécesseur. Et c'est vrai que son prédécesseur n'a pas été servi par ce goût qu'il avait du journalisme, profondément. François Hollande avait été journaliste, à un moment donné d'ailleurs, et il aimait beaucoup les journalistes, et il aimait sans doute un peu trop d'ailleurs, parce qu'il en a reçu comme ça des flopés, et notamment deux d'entre eux, qui pendant 60 entretiens l'ont cuisiné, et puis ont fini par sortir le livre, sans le lui montrer, sans lui montrer le titre. Et je ne pense pas que ça l'a aidé. Ça l'a pas servi. Voilà. Donc, en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est je fais une diversion, c'est comme font les hommes politiques avant de répondre, parce qu'ils se disent « qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Non, la question, c'est assez étrange, là, mais vous voyez, nous, en ce moment, on est un peu obsédés par notre problème de retraite. C'est d'ailleurs parfois c'est gênant de voir qu'il y a des syndicats étudiants qui sont là en train de dire que va devenir notre retraite. Bon, je reconnais que c'est un monde qui me paraît lointain, bon, mais c'est comme ça existe aussi. J'ai été étonné par la méthode, non pas par le fond, on peut discuter de cette réforme des retraites en France, mais par la méthode. Alors que Emmanuel Macron avait vraiment, on peut le dire, pas vu venir ce mouvement des Gilets jaunes, que ses députés, que ses ministres n'étaient pas suffisamment bons capteurs, puisque c'était des jeunes députés pour la plupart d'entre eux, et que les ministres, des vraiment capés, il y en avait que 2 ou 3, ne lui ont pas fait remonter cette information qui venait pourtant du fond, des profondeurs du pays français. Donc, il rate ce premier acte. Et puis après, il répond avec une certaine réussite, bon, bien sûr en donnant de l'argent, ça aide toujours, et donc en promettant, et puis aussi en allant discuter. Et ça, il a fait ça super bien, parce que là, vous parliez de masterclass, lui, c'est pas des masterclass, c'était des master superclass, qui duraient parfois 4, 5, 6 heures, même plus, et là, il a mouillé la chemise, et il a su parler aux gens. Alors, il n'a pas convaincu ceux qui n'avaient pas envie d'être convaincus, mais il a réussi ça. Et je pense que, s'agissant de la réforme des retraites, ce qu'il avait annoncé, donc tout ça, il ne prend personne à revers, au dépourvu, j'aurais été lui, j'aurais commencé par ça un peu. J'aurais fait 2 ou 3 séances un peu de pédagogie pour que les gens comprennent, parce que si vous croyez que tout le monde sait ce que c'est qu'une retraite à point, je ne dis rien aux gens. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'il faut expliquer, d'abord, bien expliquer. Et de très loin, c'est quand même lui qui sait le mieux les expliquer. Il aurait fait ça un petit peu en amont, je pense. Il n'aurait évidemment pas rallié à lui la CGT, Force ouvrière ou Sud, mais il aurait certainement dissipé un certain nombre de craintes chez les Français qui, alors là, se sont crus tous, touchés, et moi, ça va être encore pire qu'avant, etc. Donc, il a beau dire, ça va être bien pour ce genre. Donc voilà, c'est cette question-là, enfin, j'aurais orienté ça différemment, mais je n'ai pas compris la méthode. Je trouve qu'il l'a faite à l'envers. Alors que là, sur cette affaire, il a laissé, après son Premier ministre en première ligne, et puis il n'interviendra que lorsque la chose sera faite. Car elle sera faite, car il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Vous pouvez avoir 30, 40 jours de grève, il n'empêche, on voit bien les mouvements généraux de l'opinion, on n'a pas énormément bougé, donc son socle qui est petit mais qui n'est pas fragile a tenu. Et voilà, la chose se fera, mais c'est vrai que si elle avait été mieux expliquée, je pense que la pédagogie maintenant en matière politique, elle est capitale. Ça serait passé avec peut-être moins d'anxiété pour les électeurs, les citoyens. Vous pensez qu'il sera réélu? Ah, alors là, écoutez, je parle devant l'ambassadeur de France, donc il va répéter tout de suite. Non, écoutez, que vous dire sur ces sujets-là?
il est évident que si vous m'aviez posé la question 2 ans et demi, vous voyez, ça fait 2 ans et demi qu'il est là, mais il y a 2 ans et demi avant son arrivée, personne ne le voyait venir. Donc soyons très francs, moi j'ai gagné des paris à peu près 1 an avant son élection, et j'étais considéré comme un devin parce que je voyais qu'il pouvait réussir ce coup qui est quand même un coup de Bonneto assez remarquable, puisqu'il est finalement passé par le centre. Voilà. Oui. Tout le monde pensait qu'il venait de la gauche, puisqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, et qu'il a fait son intrusion à la surprise générale, et qu'il est aujourd'hui, même dans l'échiquier politique, si on est franchement bon observateur, il est plus à droite qu'à gauche. Il s'est entouré de gens de droite. Oui, avec aussi quelques députés de gauche, etc. aussi au passage, mais bon, on voit bien que clairement le centre d'orientation s'est déporté. Donc, c'est difficile de dire les choses très très en amont. Qu'est-ce qu'on peut dire simplement pour l'instant? C'est que sa chance, c'est qu'il a face à lui 4 oppositions. Il n'en a pas une, il en a 4. Moi, j'ai connu l'époque des Pompidou, des Giscard, tout ça. Et bon, c'était facile, c'était clair. Bon, Pompidou, il y avait le Parti communiste, Giscard, c'était Mitterrand, c'était Chirac, ça a été bleu. C'était très facile. Là, il y avait la gauche, la droite. Bon, maintenant, c'est fini. La gauche, en France, c'est tout petit, pour l'instant. Et on sent qu'elle aura du mal à se réveiller. Elle a du mal, d'ailleurs, dans les dernières élections. Elle fait 6%. C'est quand même pas beaucoup. Quand on a été à 54%, s'agissant de Mitterrand réélu en 88 avec ce score. Donc, une petite gauche, une droite qui a, elle aussi, pris un sacré coup, mais bon, qui reste avec une centaine de députés, dont on ne peut pas dire qu'elle soit morte, mais qui est quand même un peu... qui est privée d'oxygène, ne serait-ce que parce que Emmanuel Macron lui en prend pratiquement tous les jours. Et puis vous avez une extrême gauche et une extrême droite. Une extrême gauche, en France, elle n'a jamais été... Bon, elle a été souvent incarnée par le Parti communiste. Le Parti communiste est aujourd'hui beaucoup passé, on a vu beaucoup de ses adhérents passer au Front National. C'est très, très impressionnant, ce mouvement circulaire. Et il existe très, très peu maintenant, il est à peu près à 3% dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne il y a 2 ans et demi, mais de 18 ou 19% qu'il a eu à l'époque, il est aujourd'hui à peu près à 6, 7, 8, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, une extrême gauche aussi, pour l'instant, peau de chagrin, et une extrême droite qui ne cesse de monter. Ça a commencé il y a bien longtemps. Hein. En 88, Le Pen faisait déjà 14% à l'élection présidentielle. En 95, il faisait 15%. Puis après, vous avez vu ce qui s'est passé en 2002, puisqu'il s'est retrouvé au 2e tour, et sa fille a pris le relais, et à chaque fois, à monter un peu plus haut le curseur. Donc, une extrême droite très puissante, ou disons une ultra-droite, pour parler comme elle le souhaite, qui sera au second tour, ça on en est à peu près certain. Et qui fera donc l'élection d'Emmanuel Macron. Si c'est Emmanuel Macron, mais a priori, voilà le schéma tel qu'on le perçoit, mais tant de choses peuvent arriver. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron, il est venu dans l'ère générale du dégagisme. Le dégagisme partout, hein, c'était en Tunisie, en Égypte, à Bahreïn, partout. Tout le monde demandait ça, et lui, au fond, il arrive sur le dégagisme. Donc, quelqu'un qui arrive sur le dégagisme peut être dégagé aussi. Et je ne dis pas ça pour me moquer de lui, parce que c'est un de ses meilleurs amis qui me l'a dit lui-même, et il m'a dit qu'il en était conscient. Et on ne sait jamais, il peut y avoir un homme qui va surgir dans les 2 ans à venir. C'est possible, c'est possible. Mais enfin, ce n'est pas le plus probable pour l'instant. Très bien. Alors, depuis votre arrivée il y a 3 jours, donc il y a de la pluie. Ça vous a pas oui, échappé, oui, je vous remercie beaucoup. Alors que franchement, d'habitude, il fait beau. Alors, j'imagine qu'on vous a énormément questionné sur l'antisémitisme en France, sur aujourd'hui, voilà, avec cette affaire Sarah Halimi qui a ressurgi, etc. Je ne vais pas vous embêter à nouveau avec ça. Je ne vais pas vous poser je vais pas vous orienter là-dessus. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est votre
votre avis sur cette loi qui est passée il y a quelques semaines, qui tend à assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, donc par une loi. Est-ce que pour vous c'était quelque chose de nécessaire, ou c'est un peu de la poudre aux yeux, enfin on ne sait pas trop. Nous d'ici on n'arrive pas trop à évaluer si effectivement ça va changer quelque chose ou pas. Moi je vous rassure tout de suite, nous non plus. Enfin en tout cas en France on ne voit pas l'effet immédiat. Mais est-ce que pour vous, l'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Tout ça est né en fait d'une réflexion un jour, et on n'arrivait pas à... On voyait clairement que la réflexion d'un de ces gilets jaunes, parce que c'était pendant une manifestation des gilets jaunes, qui s'en prenait à Alain Finkielkraut, comme il ne lui disait pas sale juif, et on se disait comment on peut l'attraper celui-là, juridiquement. Et c'est sûr que lui, il avait été malin, il avait essayé de contourner le problème. Moi, je ne suis pas sûr que ça aide énormément. Enfin, en même temps, ça ne fait pas de mal. Cela dit, et ça, il faut vraiment le répéter, y compris ici, quand on est en Israël, etc., il faut continuer à permettre à tous les journalistes du monde entier de continuer à dire ce qu'ils pensent de la politique d'Israël. On n'est pas obligé d'être en admiration devant le Premier ministre actuel. On peut avoir et vous-même, Dieu sait si vous êtes un peuple qui adorait la dispute, la controverse, oui, et Dieu sait si vous en avez des... Ici, les journalistes ne sont absolument pas... ne caressent absolument pas dans le sens du poil les politiques. Au contraire, il n'y a pas un scandale qui est passé sous silence. Mais justement... C'est ça la différence. L'antisionisme, c'est pas de critiquer l'État d'Israël, c'est de nier son droit à l'existence. Absolument. Donc c'est différent. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que ça valait une loi? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand même de voir qu'au fil des années, vous êtes nés à peu près en même temps que moi. Enfin, pas vous État d'Israël. Voilà. Et donc, vous êtes nés d'un espoir fou. Et cet espoir est devenu réalité, et ça a été pour beaucoup de gens très important. Et c'est vrai que nous, on en avait, nous qui ne sommes pas, voilà, moi je suis catholique, je ne suis pas directement concerné par votre histoire, mais je l'ai beaucoup étudié, beaucoup suivi, etc. Mais j'en avais la chair de poule quand je voyais au cinéma Exodus ou que je lisais des textes. Voilà, tout ça m'a énormément parlé. Et j'ai vu ce que ça a créé en moi et je pense, dans le cœur d'un grand nombre de gens. Et puis après, j'ai vu en revanche toute la haine que ça a solidifiée autour de ci, de là, etc. Mais j'ai vu aussi des gens abandonner cette haine ou abandonner ce désir, ce déni d'Israël. Moi, dans mon journal télévisé, un jour, je reçois Yasser Arafat et j'insiste, je le provoque beaucoup sur sa fameuse charte de l'OLP qui prônait la suppression de l'État d'Israël, et il a employé ce mot qui est quand même devenu un mot très, très, très fameux et qu'il a répété en français. Il a dit c'est caduc. Bon, ben ça c'était des choses importantes. Alors bien sûr d'autres ont pris le relais et d'autres n'ont pas envie de suivre ce précepte, mais ça a donné ça, et puis un peu plus tard, ça a donné un jour le même Yasser Arafat serrant la main de Yitzhak Rabin sous les auspices de Bill Clinton. Donc, il ne faut jamais abandonner, puisqu'on a ici plusieurs diplomates, il ne faut jamais abandonner cette idée du dialogue, de la discussion les uns avec les autres. On peut changer de schéma, parce que les schémas, ils ne sont pas, pendant longtemps, les schémas, c'était sur un peuple ou deux peuples, une nation ou deux nations, un État ou deux États, etc. Tout peut être aménageable à condition qu'il y ait des bonnes volontés. Et moi, je peux vous dire, je parlais de chair de poule, mais hier soir, j'ai rappelé aussi quelque chose que certains d'entre vous, peut-être pas les plus jeunes, mais le jour où Menachem Begin, qui venait du Likoud, et qui était considéré comme terroriste par les gens qui parlaient avec lui, le jour où Menachem Begin a décidé de parler avec Anwar el-Sadat, et que Anwar el-Sadat, président égyptien, a décidé de parler avec lui, j'étais là aussi, là-bas au Caire,
venu ici également, mais c'était un jour magnifique. C'est un jour dont l'humanité peut se vanter d'avoir vécu. Alors évidemment, ça s'est mal terminé pour Anwar el-Sadat, et ça s'est mal terminé pour Yitzhak Rabin. Mais c'est quand même des moments qu'il ne faut jamais mettre de côté. Et il faut toujours essayer de faire que la paix puisse gagner. Vraiment, quel que soit ce qu'on pense, qu'on soit de droite ou de gauche, etc., dialoguer, parler, c'est ce qui me paraît le plus essentiel. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes d'accord, on va laisser la parole. Oui, on va prendre quelques questions avant de. Alors, par contre, après, vous partez pas. Monsieur Poivre d'Arvor va faire une petite séance de dédicace dehors. C'est pas fini. Non, c'est pas dehors. Dans le hall. Donc, on a quelques livres et voilà. Alors, par contre, je vois pas qui a le micro et qui. Oui. Alors voilà. Bonsoir. Ça y est, on commence à voir la salle. Ça y est, oui. Bonsoir. Jonathan Selem, enchanté, merci d'être là ce soir. Vous n'entendez pas? Non? Si, c'est bon? Ça va. J'aimerais vous poser une question quant à un des poèmes que vous avez récité un peu plus tôt et quant à la société actuelle. Je vais essayer de la faire assez courte. S'il te plaît. Nous sommes dans une génération de scandales. Dernièrement, il y a Metznef, il y a eu avant ça Polanski, pour des faits condamnables ou pas, c'est pas à moi de le juger. Avant ça, il y a eu Kevin Spacey aux États-Unis. Et il se trouve qu'on est dans une ère que moi j'appelle l'homo débilis 2.0, où il y a un nouveau scandale toutes les semaines, pas uniquement à cause des réseaux sociaux, mais entre autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tous les scandales qui naissent tous les jours, pour des sujets parfois vraiment débiles pour le coup, est-ce que vous ne pensez pas que dans une génération, c'est-à-dire 20 ans ou avant, une personne, une forme de groupe de personnes qui tomberait totalement par hasard ou qui lirait ou qui entendrait le poème de tout à l'heure de Corneille ne voudrait le faire interdire? Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de choses arriverait dans les années à venir? C'est pas du tout une question idiote, hein, rassurez-vous. C'est hélas une question qui a un fondement. Il y a un moment donné où la pruderie, ou la peur de l'autre, ou le désir de mettre toujours des parapluies au-dessus de n'importe quel propos peuvent entraîner ça. J'espère qu'on ne verra pas ça. Mais c'est pas impossible. Moi, je suis absolument persuadé que Lolita de Nabokov n'aurait jamais été publié aujourd'hui. Jamais. Là, vous vous rendez compte, vous parliez de l'affaire Gabriel Matzef, là aussi, il s'agit d'une très très jeune adolescente, même si c'est présenté sous une forme romanesque. Donc, faut-il se priver de Nabokov? Ça, c'est un problème. Moi, je pense que, évidemment, on va beaucoup, et ça, c'est malheureusement la rapidité de notre temps et de ce que vous évoquiez tout à l'heure, le système de l'information continue, qui fait qu'on alimente en permanence, on en remet des pelletés et des pelletés, et que dans les pelletés, il n'y a pas que du bon ou du vrai ou du solide. Il y a parfois de l'esbrouf ou des choses qui ne feront que passer et qui seront recouvertes par un scandale qui suivra. Donc il faut quand même savoir raison garder sur chaque chose, et puis laisser à la justice ce qui doit être donné, laisser à la justice, parce qu'après il y a des enquêtes qui se font, puis après soi-même on a le droit d'avoir un avis moral tout à fait normal, mais si on va jusqu'à la censure, on est foutu, parce que hélas, la censure, vous avez connu, on a connu des livres magnifiques de Stefan Zweig et de tous les écrivains juifs, Kafka et autres, brûlés par le nazisme. Donc faisons vraiment attention à ce qu'on fait. Ne nous précipitons pas, regardons vraiment les choses. Alors le micro. Alors, en attendant que le micro arrive à la prochaine question, justement par rapport à ce que vous disiez à l'instant et à la question de Jonathan, est-ce que vous pensez que parce que des fois ce sont des
des petits groupes, des minorités très agissantes, mais qui ne représentent en vrai que des fois, je ne sais pas, avec les réseaux sociaux, 50, 100 personnes, et qui arrivent à mettre en branle tout un pays comme la France. Je pense à dernièrement, avant la censure, elle venait des conservateurs. Aujourd'hui, elle vient du camp plus progressiste. Je pense à la dernière campagne qui vient d'être interdite et voilà, où on montrait juste, on demandait de donner le droit à la paternité, donc ça a été un scandale pas possible parce que ça a été considéré comme une campagne anti-IVG. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que ces minorités aujourd'hui peuvent... Pourquoi elles ont autant de pouvoir? Il y a quelque chose qui me gêne énormément dans les réseaux sociaux, que j'utilise comme vous, et j'utilise par exemple Twitter, mais comme une forme de fil AFP. Je suis abonné aux différents grands médias qui m'intéressent, et donc j'apprends, comme vous, ce qui se passe d'une part, et les commentaires qu'en font les journalistes. En revanche, l'avis de XB28 ou de bêtes sauvages agressives, je m'en fous. Je ne sais pas qui est ce bonhomme, je ne sais même pas si c'est un bonhomme, je ne sais pas ce qu'il y a dans son cortex, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais les gens se font avoir par ça. Parce que quand vous avez pris un peu de bouteille, bon ça va, mais vous êtes jeune. Par exemple, vous êtes adolescent, vous êtes au lycée, puis tout d'un coup, quelqu'un vous agresse un peu méchamment, ça s'appelle du harcèlement quand même, sur le fait que vous êtes un peu ronde, etc. Alors boubou, les machins, etc. Et ça vient de gens qui s'abritent très courageusement derrière l'anonymat et qui peuvent ruiner des vies. On a vu des jeunes gens se suicider à cause de ça. Donc, quand on prend de la bouteille, en effet, on peut essayer de tenir ça à distance, mais il faut faire très attention. Ce ne sont que quelques avis. Moi, je pense que s'ils sont formulés par la personne, c'est encore beaucoup mieux. Ça m'intéresse, moi, de répondre à Raphaël Antoven, à Jean-Michel Apathy, à Marc-Olivier Fogiel, à X, à Y, parce que je sais que ce sont eux. Mais si ce sont des gens que je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne sais même pas ce qui les anime. Parfois, ce sont de simples trolls qui sont là juste pour pourrir la vie des autres. Très bien. Alors, question. Ici, bonsoir. Juste là. Oui, d'accord. Faites pas genre, vous m'avez pas vu, vous venez de me traiter de bouboule devant tout le monde. Je vous jure, je vous avais pas vu jusqu'à la seconde même. Bonsoir. Jérémy, déjà, je voudrais vous remercier d'être venu jusqu'ici pour nous faire partager Chopin et de la poésie. Quand j'ai dit à ma fiancée qu'on allait écouter de la poésie et Chopin, elle ne m'a pas cru, mais en fait, voilà. Donc, merci. Alors, moi, je voudrais vous demander quelque chose. Vous êtes un conteur. Et comme tout le monde, je vous ai découvert aux infos, voilà, et aussi grâce à votre marionnette des Guignols. Et alors, une petite chose que je voudrais vous demander, quand vous avez fini, si vous pouvez juste me dire, vous pouvez retourner à une activité normale, c'est cool. Voilà. Je voudrais que vous me racontiez, parce que j'ai entendu plein de choses à ce sujet-là, qu'est-ce qui s'est passé avec Fidel Castro? J'aimerais l'entendre de vos mots. Ça m'intéresse bien de vous raconter ça. J'aimerais savoir. Ça fait vraiment partie de ce qu'aujourd'hui on appelle les fake news. Et j'ai eu le droit à une campagne qui dure depuis fort longtemps, parce que c'était il y a plus de 30 ans, enfin presque 30 ans, autour de ce truc. Au début, je prenais ça à la rigolade, puis après, plus du tout, parce qu'évidemment, ça me revenait régulièrement. J'ai interviewé Fidel Castro en 1993, et je pense que nous n'avons pas été très nombreux sur cette planète à l'interviewer. Le seul problème, c'est qu'un an auparavant, j'étais déjà allé à La Havane pour essayer d'avoir une interview. J'étais avec le chef du service étranger de TF1, qui s'appelait Régis Faucon, et au dernier moment, Fidel Castro a changé d'avis, a dit il n'y aura pas d'interview. On avait essayé de poser des questions à la volée à la sortie de sa conférence de presse, mais il a été inflexible, pas d'interview. Donc, quand on est rentré, on a fait un très rapide, moi je ne m'en suis pas occupé parce qu'on est arrivé très tard de La Havane, un très rapide montage
de 2 ou 3 extraits de cette conférence de presse à laquelle nous avons assisté avec 100 autres journalistes. Et c'est vrai que le montage était extrêmement maladroit parce qu'il intégrait les questions posées à la hâte et les réponses, alors qui n'étaient pas des réponses du moment face à face, qui étaient des extraits de la conférence de presse. Mais je l'ai présenté comme une conférence de presse. J'ai dit, lors d'une conférence de presse improvisée dans un hôtel, je crois, c'était à Valadero. Et personne, j'ai trouvé ça très mauvais à la diffusion, à l'antenne, un peu préjudiciable, parce que ça faisait pas très très bon, mais nous n'avons jamais présenté ça comme une conférence de presse, comme une interview. On n'a jamais fait de dépêche AFP pour annoncer un scoop qu'on aurait eu, etc. Rien de tout cela. Simplement, c'était maladroit. Et le lendemain, je me retrouve dans une école de journalisme à Nice, et je raconte tout ça. On me dit, qu'est-ce que ça vous arrive de regretter? Ben, je dis, tenez, justement, hier, par exemple, un montage très maladroit, etc. Et les gens, après, alors ceux-là, c'était ceux qui ne nous aimaient pas beaucoup, ont essayé de faire croire que on avait menti, qu'on venait de dire qu'il y avait une interview de Fidel Castro. Il n'y avait pas du tout d'interview de Fidel Castro. Il y en a eu une plus tard, 1 an plus tard, et c'est peut-être d'ailleurs ma faute, c'est que ça m'avait tellement énervé cette histoire que j'ai voulu aller faire l'interview, pour le coup, et que dans l'esprit de certains, il y a eu confusion, disant c'est une fausse interview. L'interview, elle est visible par tout le monde, si vous voulez que je vous la montre. Mais après, j'ai vu comment ça a été exploité, et notamment réseaux sociaux et compagnie, et j'ai eu le droit à une campagne qui a été récurrente. Et dès que j'étais en pointe sur tel ou tel sujet, on me sortait ce truc-là, comme si ça devait me faire taire. C'est pas ça qui me fera taire, parce que c'est vraiment le type même de la fake news qui a été composée, montée, et puis après, qui a vécu sa vie. Hélas, mais c'est comme ça la communication moderne. Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, en attendant qu'Alexandra ait le micro... Ça y est, elle. ça y est. Oui. Bonsoir Patrick, Alexandra. Vous avez évoqué ce soir 2 ou 3 fois Robert Desnos, et je sais que vous aviez écrit avec votre frère, je crois, un livre autour de Robert Desnos. D'où vient cette passion et pourquoi cet homme-là? Alors, le livre s'appelait en effet « J'ai tant rêvé de toi ». C'était un roman, et on avait été d'ailleurs très très heureux parce qu'on l'a publié chez Albin Michel, et on avait été en lice pour le Goncourt, pour le Renaudot et pour le Femina, et il a eu un joli parcours, et pour moi c'était important parce que c'était mon frère, voilà, j'écris avec lui depuis très longtemps, mais écrire un roman c'était pas si simple. Pourquoi Desnos? Bien, en grande partie parce que d'abord, c'est un poète exceptionnel. Le courage qu'il a eu pendant la guerre, admirable. Et il y a eu tellement de gens qui n'ont pas eu de courage pendant la guerre que vraiment celui-là, on peut lui rendre hommage. Et puis, il se trouve que mon frère était à ce moment-là en poste à l'Institut culturel français à Prague. Donc, il connaissait bien le sujet. Et le sujet, c'était en effet, pour nous, la découverte par 2 jeunes infirmiers tchèques de cet homme qui était sur un grabat en train de se plaindre parce qu'il était en train de mourir du typhus. Les Russes venaient de libérer le camp de Térésine, et un de ces 2 infirmiers, justement, avait lu Desnos. Il a dit « Je suis le poète Robert Desnos ». Et cet infirmier, il était stupéfait de tomber sur une de ses idoles. Et voilà, c'est ça qui nous a entraînés vers lui. Et je suis heureux de pouvoir encore lui rendre hommage régulièrement. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée, monsieur, il y a une dernière question. Ouais, une dernière question. Alors, cette fois, en attendant que le micro arrive, cette fois, je vais vous la poser parce que j'ai un ami qui m'a mis au défi. Il m'a dit... T'es pas cap. T'es pas cap. Oui, d'accord. Johan, t'es pas cap de lui demander si si Chirac l'appelait d'Arvor, comme dans les... Alors non, mais je me demande si une fois, mais c'était vers après, il n'était plus président. Je suis tombé
Un jour, j'étais à Marrakech, je me suis retrouvé sur Bernadette Chirac, avec laquelle j'ai créé la Maison de Solène, qui porte le nom de ma fille, et donc pour moi une chose importante, et je remercierai jamais assez Bernadette Chirac de ce qu'elle a fait à ce moment-là pour que cet hôpital existe. Il se trouve juste en face du Val-de-Grâce. Et elle me dit, et j'étais avec mon fils qui avait une petite quinzaine d'années, et il était un peu libéré là déjà à ce moment-là. Et sa parole se libérait. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail exact de ce qu'il me disait à ce moment-là, mais il se mettait à me tutoyer, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie, etc. Et avec une ou deux réflexions aigrillardes, pour ne pas dire grivoises, que je ne peux pas rapporter ici, à un moment donné, comme Bernadette, je lui dis voyons Jacques. Et là, il m'a dit d'Arvor. Voilà. Mais je crois que c'était juste le seul moment où il l'a dit. Donc vous pourrez dire à votre ami que vous avez posé la question. Voilà. Question. Bonsoir. Léa Toff pour Golda Magazine. Vous qui avez été vraiment dans l'intimité des journaux télé, que pensez-vous du traitement actuel lorsqu'on parle du conflit israélo-palestinien? Parce que nous, d'ici, on bout. Heureusement qu'on a la chance maintenant d'avoir une chaîne comme i24 News qui fait vraiment la balance par rapport aux infos qu'on voit en France. Il y a des exemples flagrants et des fois, quand on regarde les informations en France, on dit c'est pas possible, ils le font exprès. Un homme de 39 ans, père de 3 enfants, a été tué après avoir assassiné. On a un traitement qui est vraiment biaisé. Et maintenant qu'on est ici avec du recul, on se dit c'est pas possible, ils se moquent de nous. Qui donne ces informations et comment on peut jouer comme ça avec la vérité? Alors, on triche, quoi. Ils disent la vérité, mais les phrases sont à l'envers. Après avoir... c'est incroyable. Alors, cette question m'a été posée hier. Et j'ai dit, et vraiment pour moi c'est une chose très importante, j'ai horreur de tout ce qui est amalgame. Et pour moi, les Juifs, ça n'existe pas, les Israéliens, ça n'existe pas, les journalistes, ça n'existe pas. Il y a des Israéliens, il y a des Juifs, il y a des opinions différentes selon les... Et les médias, c'est la même chose. Pour moi, les médias, on ne peut pas dire les médias. Les médias, non. Moi, dans la salle, hier, il y avait un journaliste de l'AFP qui fait extrêmement bien son travail et qui est extrêmement rigoureux. Et j'ai cité un exemple de ce qui m'avait personnellement choqué un jour où je présentais le journal. Il y avait eu une dépêche qui, c'était il y a une bonne trentaine d'années, donc vous n'étiez pas né, mais c'était au moment où on avait commencé on avait créé la politique de bannissement des Palestiniens. On les faisait revenir chez eux lorsqu'il y avait eu un problème. Et un journaliste avait traduit assez sottement, en tout cas littéralement, le mot deported, qui était le mot donc anglais, par le mot déporté. Et évidemment, employer ce mot déporté s'agissant d'Israéliens, c'était au-delà de la faute de goût, c'était beaucoup plus grave que ça. Mais je peux vous dire que cet homme-là, dans son coin, il n'a pas dit dans son cerveau et son calcul futur, voilà ce que je vais faire. Non, c'était une faute que j'ai personnellement, immédiatement d'ailleurs, refusé d'endosser. En ce qui me concerne, j'ai jamais employé ce mot, alors que sur d'autres radios ou télévisions, on l'employait, tout simplement parce qu'on répétait ce que l'autre avait dit. Et pour moi, c'est pour ça que c'est très important d'aller sur place, de voir les choses. Si je me suis si souvent déplacé en Israël, c'est pour voir les choses et pour les sentir et pour essayer de dire le minimum de bêtises. Donc, vous avez des médias qui sont en effet très hâtifs, qui ne font pas bien leur travail parce qu'ils font ça à toute vitesse ou parce qu'en effet, l'intention est mauvaise.
Mais vous en avez d'autres qui font très bien leur travail, très bien. Et vous ne pouvez pas dire les médias. Vous voyez, franchement, ne dites pas ça. Non, la majorité, c'est la seule chose que je vous demande. La majorité quand même. Vraiment, la majorité. En fait, je vais compléter peut-être. C'est juste une question ici de sémantique. Parce qu'il y a des choses qui, effectivement, en France, le téléspectateur lambda va juste ingurgiter ce qu'il va voir à la télé. Mais nous, comme on vit ici et qu'on le vit de l'intérieur, la sémantique nous dérange beaucoup. C'est-à-dire que quand il y a une attaque terroriste, de quelque sorte qu'elle soit, et que dans les journaux ou dans le journal télévisé ou au journal télévisé ou un journaliste va dire un activiste palestinien, nous ici, ça nous hérisse les poils. Alors que là où je comprends un peu ce que veut dire Léa, c'est que des fois on ne se rend pas compte, mais ça rentre dans l'inconscient des gens. Et dans l'inconscient des gens, un Palestinien qui va poignarder un civil israélien est un activiste et n'est pas un terroriste. Et c'est ce genre, là je vous donne un seul exemple, mais il y en aurait des dizaines, mais je ne voulais pas qu'on s'étale sur ce sujet. Non, mais en plus vous avez parfaitement raison, donc il n'y a pas à justifier l'injustifiable. Il faut dire les choses, les faits tels qu'ils sont, et même s'ils ne vous arrangent pas, parce qu'il y a des gens qui ont des idées, vous savez, ça s'appelle le wishful thinking. Les gens disent, voilà, j'aimerais que ça arrive comme ça, et donc je vais faire croire, c'est même pas je vais faire croire, ils n'essaient pas de mentir, ils pensent que ça va dans ce qu'ils souhaitent, parce que c'est leur désir à eux. Et que donc le cours des choses et du monde ira dans leur sens. Non, c'est pas comme ça. Il faut dire, quand il y a telle ou telle chose, il faut les dire, les nommer et faire les choses. Et puis il faut, je me permets de le répéter une dernière fois, il faut se déplacer. C'est très important. Moi je pense que j'ai peut-être dit un peu moins de bêtises sur Israël que certains, parce que je me suis souvent déplacé. Parce que j'ai vu ce que c'était que le caractère de ce pays, que j'ai vu des coexistences dans certains endroits, que j'ai vu d'autres endroits où en revanche il y avait une humiliation, que j'ai vu aussi la petite superficie du territoire et du fait que vous êtes entouré de gens qui ne vous veulent pas que du bien. Donc tout ça, il faut l'avoir vu. Et malheureusement, avec une forme de journalisme qui va très vite et qui est très répétitive et qui a tendance, hélas, à répéter ce que l'autre a dit, sans l'avoir vérifié complètement, eh ben, on peut arriver à des approximations de cette nature. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques minutes dans le hall pour la séance de dédicace. Merci beaucoup. Merci Patrick. Ben, merci beaucoup à tous.